T'as vu? On a un nouveau voisin au-dessus. Faut que je lui demande comment il fait pour avoir un loyer aussi bas. Ouais, je cherche pas, c'est un neutron. Un neutron? Bah ouais, il a pas de charge. Allez, générique. Bonjour les padawans de la physique, Obian pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne qui répond à vos questions. Et pour ce faire, laissez-les en commentaire et j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on répond à Clens 99 991 et on voit comment fonctionnent les 4 interactions fondamentales. Et là, va falloir s'accrocher au fauteuil parce qu'on va parler de physique quantique, mais pas comme on l'a vu jusqu'à présent. On va y aller sévère. Quelles sont les 4 interactions fondamentales? D'abord, on a l'interaction forte, après on a l'interaction faible, ensuite on a l'interaction électromagnétique, et enfin, la gravitation. Pour expliquer les 3 premières de ces 4 interactions, on va s'intéresser à un modèle bien connu dans la physique des particules, le modèle standard. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas détailler tout le modèle standard. On va en parler en gros et on va s'intéresser qu'à certaines particules, celles qui vont participer aux interactions qu'on va voir. Bon déjà, le modèle de la physique des particules, ça ressemble à ça. C'est tout simplement un tableau qui va classer toutes les particules élémentaires qui composent tout notre univers. Vous avez entendu, j'ai dit élémentaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire élémentaire? Ça veut dire que ce sont des briques qu'on ne pourra pas diviser. C'est à partir de ça qu'on va pouvoir composer tout ce qui existe. Alors quand je dis qu'on ne peut pas les diviser, pour l'instant, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on croyait encore que les neutrons et les protons, on ne pouvait pas les diviser. Et vous voyez, ça ne fait pas partie du modèle standard. Donc ce ne sont pas des particules élémentaires. Mais on va voir ça juste après. Voyons comment sont classées les différentes particules dans ce tableau. On va déjà la diviser en deux, et surtout on va s'intéresser pour l'instant à la partie gauche. La partie gauche, ce sont toutes les particules qui vont créer la matière. Quand je parle de la matière, je parle de tout. Les planètes, votre téléphone, votre ordinateur, votre peau, tout. Et bien toutes ces particules-là qui sont sur la gauche du tableau, c'est ce qu'on va appeler des fermions. Et là, on va encore subdiviser cette partie, c'est-à-dire que sur la partie haute des fermions, on va avoir les quarks, et en dessous, les leptons. Et ensuite, les quarks et les leptons, ils sont séparés, comme vous voyez là, en 3 colonnes. Chaque colonne représente une génération. La colonne la plus à gauche est la première, celle au milieu la deuxième, et enfin, la troisième, c'est la troisième génération. Pour la vidéo qu'on fait aujourd'hui, on ne va regarder que la première génération. Les autres générations, peut-être j'en ferai une vidéo future. Donc nous, pour la vidéo, on ne va s'intéresser qu'au quark up et au quark down. Pour les leptons, ça sera pareil, on va regarder que la première génération. On va donc s'intéresser aux électrons et aux neutrinos électroniques. Ça sera déjà bien suffisant. Avant qu'on parle de la partie droite du tableau, on va quand même voir encore un petit truc. Je vous ai dit tout à l'heure que les fermions, c'est ce qui composait la matière. Sauf que vous avez peut-être déjà entendu parler qu'il y a aussi de l'antimatière. C'est pour ça que des quarks auront des antiquarks, et des électrons auront de l'antimatière que vous connaissez déjà, on en a déjà parlé, le positon. Parce qu'en fait, l'antimatière, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que la matière, mais avec une charge électrique opposée. Allez, on termine l'explication du modèle standard par la colonne de droite. Dans la colonne de droite, nous allons trouver des bosons. Dans les bosons, il y a une colonne complète et un petit boson sur le côté. La colonne, c'est ce qu'on appelle des bosons de jauge. En fait, les bosons de jauge, comment je pourrais expliquer ça? C'est ce qu'on appelle des particules médiatrices. Pour faire simple, ce sont des particules qui vont être comme un message. Elles vont transmettre une information. Et il reste un boson tout seul, le boson de Higgs. Le boson de Higgs, on en a déjà parlé sur cette chaîne, c'était il y a très longtemps. Avant, à l'époque, avant, à l'ancienne. Et c'était vraiment pas terrible. Du coup, va vraiment falloir que je refasse une vidéo sur le sujet. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on est prêt pour rentrer dans le dur. Pour expliquer comment fonctionnent les interactions fondamentales. On va commencer par la première, l'interaction forte. À partir de ce moment, on va devoir regarder un peu plus dans le détail comment fonctionnent nos quarks up et nos quarks down. Pourquoi? Parce que quand ils s'assemblent ensemble, ils vont créer ce qu'on appelle des hadrons. Les neutrons et les protons sont des hadrons. Ce sont des assemblages de 3 quarks. La première chose à savoir sur les quarks, c'est qu'ils ont une charge électrique. Mais pas une charge électrique comme on parle d'habitude. Quand on parle de l'électron, par exemple, il a une charge -1. Et quand on parle du positon, il a une charge +1. Et bien nos quarks, eux, ils vont avoir ce qu'on appelle une charge fractionnaire. C'est-à-dire que le quark up, lui, il va avoir une charge de +2 tiers, alors que le quark down, lui, il va avoir une charge de -1 tiers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour former un proton ou un neutron, il faut que 3 quarks s'assemblent. On sait aussi que la charge électrique d'un proton, c'est +1, et que la charge électrique d'un neutron est nulle, 0. Un proton, c'est composé de 2 quarks up et d'un quark down. Faisons le calcul. Un quark up, c'est +2 tiers. On en a 2, donc ça va faire 2 tiers plus 2 tiers. Ça fait 4 tiers de charge. Sauf qu'on a aussi un quark down de -1 tiers. 4 tiers moins 1 tiers, ça fait 3 tiers, donc 1. On a bien une charge de +1 pour notre proton. Faisons le même exercice pour le neutron. Sauf que le neutron, il est composé de 2 quark down et d'un quark up. 2 quark down, c'est 2 fois -1 tiers, donc ça fait -2 tiers. Un quark up, c'est +2 tiers. -2 tiers plus 2 tiers, ça fait 0. La charge du neutron est égale à 0. Sauf que c'est pas fini. Les quarks n'ont pas qu'une charge électrique. Ils ont aussi une autre charge.
On appelle ça une charge de couleur. On va être clair, en vrai, les quarks, ils n'ont pas de couleur, hein. C'est ce qu'on appelle une convention. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Il y a donc 3 charges de couleurs possibles. Rouge, vert ou bleu. Lorsqu'on assemble ces 3 couleurs, ça donne du blanc. Et la charge de couleur, lorsqu'elle est blanche, que ce soit dans l'univers ou dans la nature, peu importe dans la matière, on considère que la charge de couleur est neutre. Quand nos quarks s'assemblent et font des hadrons, la charge de couleur totale doit être neutre. Donc si on prend le cas de nos protons et de nos neutrons, nos 3 quarks ont chacun une des 3 couleurs que j'ai citées tout à l'heure. Il y en aura un vert, il y en aura un rouge et il y en aura un bleu. Et là, ça serait super facile si on s'arrêtait là. Si on disait que voilà, ils ont chacun leur charge de couleur et puis terminé. Les quarks, ils changent de charge de couleur en permanence. Et on vient de dire qu'il fallait un équilibre entre les 3 charges de couleur. Qu'il fallait que la charge globale soit neutre, soit blanche. Si un premier quark change de couleur, il va donc falloir qu'il y ait un deuxième quark qui change de couleur aussi, pour maintenir cette charge neutre. On a donc un quark qui change de charge de couleur. Comment l'autre quark va savoir à quelle charge de couleur il doit avoir? C'est là qu'interviennent nos particules médiatrices, nos messagers, les bosons. Plus précisément, un boson en particulier. Ce boson s'appelle le gluon. Le gluon du trou. Non, le gluon tout court, ça suffira. J'ai dit tout à l'heure que le changement de charge de couleur des quarks se faisait en permanence. Il y a donc un échange de gluons entre quarks en permanence aussi. Imaginons un quark qui a une charge de couleur rouge et qui a sa charge de couleur qui change, qui devient bleu. Eh bien, il va y avoir un gluon qui va partir vers le quark qui avait déjà une charge de couleur bleue. Et puis le gluon, il va porter quoi? Il va porter une charge de couleur rouge. Parce qu'il va falloir que le quark qui a la charge bleue comprenne qu'il va falloir qu'il passe à la charge rouge. Mais il faut quand même annuler la charge de couleur bleue du quark. C'est pour ça que le gluon, il va porter une autre charge. Une charge qu'on appelle anti-bleu. Bleu, anti-bleu, ça va s'annuler. Il n'a plus qu'à transmettre la charge de couleur rouge. Et voilà comment notre quark passe d'une charge de couleur bleue à une charge de couleur rouge. Et comme j'ai dit, ça se passe tout le temps. Il y a donc des interactions entre quarks en permanence. Entendu? J'ai commencé à parler d'interaction. Donc ça veut dire qu'on va rentrer enfin dans ce qu'on appelle l'interaction forte. Expliquons donc ce que c'est l'interaction forte. Eh bien, imaginez que ces échanges de gluons entre quarks, ça marche comme un ressort. Imaginons que je prends un quark et que je l'éloigne des deux autres. La tension va se faire de plus en plus forte, de telle façon à ramener le gluon qui s'écarte vers les deux autres. Et oui, c'est exactement ça l'interaction forte. C'est l'échange de gluons entre quarks qui font qu'on arrive à avoir une cohésion entre les quarks pour créer un neutron ou un proton. Ça y est, on vient d'expliquer une sur les 4. Passons à la deuxième, l'interaction faible. L'interaction faible, ça se passe encore dans le noyau, donc avec des neutrons et des protons. On va donc rester avec nos quark lofters. Du coup, pour comprendre l'interaction faible, il va falloir qu'on s'intéresse à un neutron. Et on a dit qu'un neutron était composé de 1 quark up et de 2 quark down. Ce qui va se passer, c'est qu'un quark down va devenir un quark up. Comment c'est possible? Eh bien, on a dit tout à l'heure que ce qui différenciait les quarks, c'était leur charge électrique. Donc, pour passer d'une charge électrique de moins 1 tiers à plus 2 tiers, il faut que soit il prenne une charge de plus 3 tiers, donc de plus 1, soit qu'on lui enlève une charge de moins 3 tiers, donc de moins 1. Parce que moins 1, ça fait plus 1. Eh bien, dans notre cas, c'est la deuxième proposition qui va se passer. Le quark down devient un quark up en se débarrassant d'une charge moins 1. Il va donc avoir besoin d'un messager qui va porter cette charge électrique. Qui dit messager, dit boson. Eh bien, dans notre cas, c'est le boson W- qui va faire le travail. Alors, le moins de W-, c'est à cause de sa charge électrique. C'est un boson qui va être chargé avec une charge moins 1. Petit détail important, ce boson en plus, il a une masse. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le boson W-, il va très vite se transformer. Et avec ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire qu'il ait une charge électrique moins 1 et qu'il ait une masse, eh bien la transformation, ça va devenir un électron avec la charge moins 1 et ce qu'on appelle un antineutrino. Et si vous suivez mes vidéos, vous avez déjà entendu parler de ça. Vous savez qu'un neutron devienne un proton en libérant un électron. Et oui, c'est ce qu'on appelle la radioactivité bêta. La radioactivité bêta est donc une conséquence de l'interaction faible. Bon, afin de parler du modèle standard de la physique des particules, il faut quand même dire que l'interaction faible est portée aussi par le boson W+, et Z0. Mais on va pas s'attarder là-dessus, ce qu'on vient de voir suffit amplement pour comprendre ce qu'est l'interaction faible. Ça y est, on a expliqué 2 interactions sur 4, passons à la troisième. L'interaction électromagnétique. Avant de parler de l'interaction en tant que telle, on va déjà s'intéresser à ce qu'est une onde électromagnétique. Quand on parle d'électromagnétisme, donc d'électricité et du magnétisme ensemble, on pense tout de suite à Maxwell. C'est pour ça que pour expliquer ce qu'est une onde électromagnétique, on va parler des 4 équations de Maxwell. Alors j'ai bien dit on va parler, parce que ici vous savez qu'on ne fait pas de mathématiques. On va expliquer oralement quelles sont ces 4 équations de Maxwell. La première équation, quand on l'explique à l'oral, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Elle dit qu'un champ électrique est créé par des charges électriques. C'est logique. La deuxième équation, elle dit qu'un pôle magnétique n'existe jamais seul. Qu'est-ce qu'on entend par là? Un aimant a toujours un pôle sud et un pôle nord.
Si je venais à casser mon aimant en deux, je ne me retrouverais pas avec un pôle sud dans une main et un pôle nord dans l'autre. Je me retrouverais avec deux aimants, avec deux pôles. La troisième équation de Maxwell, elle nous dit quoi? Elle nous dit que la variation d'un champ magnétique va créer un champ électrique. Et enfin, la quatrième équation de Maxwell, elle dit qu'une variation de champ électrique va créer un champ magnétique. On va prendre les deux dernières équations de Maxwell, on voit bien qu'elles sont liées. Si on regarde ça d'un peu plus près, on voit que faire varier un champ magnétique va faire varier un champ électrique, qui va faire varier un champ magnétique, qui va faire varier un champ électrique, et ainsi de suite. Et bien ce phénomène d'alternance de champs magnétiques et de champs électriques va permettre à l'énergie électromagnétique de se déplacer. Et c'est quoi l'énergie électromagnétique? C'est un photon. Voilà comment, grâce à Maxwell, on est capable d'expliquer les ondes électromagnétiques. Et donc là, on se rend compte qu'il y a bien un lien entre électricité, magnétisme et photons. Mais pour l'instant, on n'a pas encore parlé d'interaction. Jusqu'à présent, je ne vous ai pas parlé de particules virtuelles parce qu'on n'en avait pas besoin pour les différentes explications. Là, j'aurais pas le choix. On va devoir parler de photons virtuels. Bon, déjà, c'est quoi un photon virtuel? C'est un photon qui apparaît comme ça, de rien là. Hop. Et en plus, le truc, c'est que ce photon, il disparaît tellement vite qu'il est indétectable. Je rajouterai en plus que les photons virtuels, c'est comme les photons réels. Ils vont avoir plus ou moins d'énergie. Le principe, c'est qu'en fait, plus ils vont avoir de distance à parcourir, et moins ils auront d'énergie. Et inversement, évidemment, moins il y aura de distance et plus ils seront énergétiques. Eh bien, ces photons virtuels, ils vont être échangés entre des particules. On est dans l'électromagnétisme, alors on va prendre deux électrons. Il va donc y avoir un échange de photons virtuels entre deux électrons. Si les deux électrons sont proches, les photons virtuels vont parcourir une petite distance et donc on a dit, les photons vont être très énergétiques. Le fait de s'échanger ces photons, ça va créer un mouvement d'écartement entre les deux électrons. Sauf que quand ces électrons s'écartent, les photons virtuels parcourent plus de distance. Et on a dit que s'ils parcouraient plus de distance, ils étaient moins énergétiques. Et donc, ils vont s'écarter de moins en moins. On voit donc que plus la distance est grande, plus l'interaction électromagnétique est faible. Bien sûr, dans mon exemple, je prends des électrons, mais ça marche pareil avec des positons ou avec des protons. Et donc, la tendance que certaines particules ont à échanger des photons virtuels, c'est ce qu'on appelle la charge électrique. Pour bien vous faire comprendre comment ça marchait, je vous ai pris des exemples de particules qui avaient la même charge électrique, donc qui se repoussaient. Mais si on regardait le comportement d'un électron et d'un positon, par exemple, ou même d'un proton, on verrait que le comportement vis-à-vis des photons est inverse. C'est pour ça que quand deux particules ont une charge électrique différente, ils se rapprochent. Voilà comment fonctionne l'interaction électromagnétique. Et vous venez de comprendre que le photon dans notre histoire, c'est un boson, c'est notre messager. Le modèle standard de la physique des particules, ça claque quand même. Ça explique quand même comment tout l'univers fonctionne. Eh bien malheureusement, non, car il reste la quatrième et dernière interaction, la gravitation. Et ça, le modèle standard n'arrive pas à l'expliquer. Il n'y a qu'un seul modèle qui marche pour l'instant, c'est le modèle de la relativité générale que Einstein a trouvé en 1915. Beaucoup d'entre vous connaissent certainement globalement comment ça marche la gravité avec la relativité générale. Je vais quand même le réexpliquer pour ceux qui ne savent pas. Déjà, le plus dur, c'est qu'il va falloir réfléchir un peu différemment. Le monde qui nous entoure, l'espace, tout, c'est en 3 dimensions. Longueur, largeur, hauteur. Ça, on maîtrise. Sauf qu'en fait, pour comprendre la relativité générale, il va falloir ajouter une 4e dimension. Et ça, intuitivement, on n'y arrive pas. Cette 4e dimension, c'est le temps. Le temps et l'espace sont liés. C'est ce qu'on appelle l'espace-temps. Sauf que c'est quand même assez difficile à comprendre comment c'est fait. Comme je l'ai dit, nous, on réfléchit qu'en 3 dimensions. Donc pour comprendre comment la relativité générale fonctionne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que l'espace n'est qu'en 2 dimensions. Longueur, largeur. Et la 3e dimension, on considérera que c'est le temps. Ça va nous permettre de comprendre plus facilement la relativité générale. Donc l'espace est en 2 dimensions, c'est-à-dire que c'est une nappe tendue. Sur ma nappe, au milieu, je viens y mettre un objet massif. Nous, en l'occurrence, c'est l'espace-temps, donc on va y mettre une planète. Qu'est-ce qui va se passer quand on met notre objet massif sur notre nappe? Eh bien, la nappe va se déformer. Donc, le fait que notre objet massif se mette sur la nappe et la déforme, c'est comme la planète qui va déformer l'espace-temps. Eh bien, c'est cette déformation de l'espace-temps qui va créer la gravité. Je vous explique comment c'est possible. Déjà, on va prendre la première loi de Newton. Vous savez, la loi sur le principe d'inertie. Elle dit qu'un corps gardera son état initial soit au repos, soit en mouvement uniforme en ligne droite, jusqu'à ce qu'il y ait une autre force qui y soit appliquée. Donc si je prends un objet dans l'espace, d'accord, là où il n'y a pas de planète, rien, et que je lance mon objet, il va aller tout droit. Si je reprends mon système de tout à l'heure, où ma planète va déformer mon espace-temps, et que mon objet part droit vers cette planète, eh bien la courbure créée par la déformation de l'espace-temps va donc faire dévier la trajectoire de mon objet. C'est comme ça qu'on arrive à expliquer toutes les orbites de notre système solaire, par exemple. Donc les orbites, c'est grâce à la gravité qui est créée par la déformation de l'espace-temps, par des objets massifs tels que des planètes ou des étoiles. On va être clair, la relativité générale s'est prouvée dans notre vie de tous les jours. On ne pourrait pas utiliser notre GPS sans, par exemple. Même les radars, qui nous font un peu chier, il faut l'admettre, utilisent des principes de la relativité générale. Comme je vous dis, c'est prouvé
tous les jours. Sauf que pour des physiciens, le problème c'est que c'est difficilement compréhensible de dire bon, on a 3 interactions qui sont expliquées par le modèle standard de la physique des particules et il y en a une qui rentre pas dedans. Ça semble pas logique, c'est pas normal. C'est pour ça qu'il y a une recherche de ce qu'on appelle de la théorie du tout, de rassembler les 4 interactions sur un même modèle. Et en fait, le modèle standard de la physique des particules, ça marche tellement bien que par exemple, l'existence du boson de Higgs a été calculée avant d'être prouvée en 2012 au LHC. Donc le modèle standard, ça marche aussi du feu de Dieu. En fait, pour l'instant, il y a un boson théorique qui pourrait être utilisé pour expliquer l'interaction gravitationnelle, le graviton. Je préviens tout de suite, c'est hypothétique, ça n'existe pas, ça n'a pas été prouvé encore. Mais le graviton, ça marche bien avec une théorie dont vous avez peut-être déjà entendu parler, la théorie des cordes. Alors la théorie des cordes, on n'en parlera pas ici, déjà parce que c'est compliqué de réfléchir en 4 dimensions. Là, on monte à beaucoup plus de dimensions. Donc on va pas en parler là. Peut-être un jour, si vous voulez, hein, vous savez, les commentaires sont là pour ça. Tout ça pour dire que peut-être dans des années, des dizaines, des centaines d'années, je sais pas, peut-être qu'on découvrira le graviton. Et on arrivera donc à unifier ces 4 interactions. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les 4 interactions fondamentales. Bien sûr, comme d'habitude, je le répète à chaque vidéo, c'est une vidéo qui simplifie les choses. J'ai donc dû faire des approximations pour faire comprendre ça au plus grand nombre. Donc bien évidemment, les physiciens, comme d'habitude, les commentaires sont là pour ça, on en discute. N'hésitez pas, tant que je suis dans les commentaires, vous pouvez me poser des questions pour définir le sujet d'une prochaine vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et mettre la cloche pour rater aucune des prochaines vidéos. C'était Obi-Wan qui vous dit que la science soit avec vous. Je suis un vaurien, ce qui n'aide à rien. Je fais les bastons, je suis que pont à causer des soucis.